À l'anniversaire de ma mère, elle a levé son verre et a déclaré « Je suis fière de tous mes enfants, sauf d'un ». Tout le monde a ri. J'ai souri, sorti une petite enveloppe blanche et l'ai laissée tomber dans son verre de champagne. Elle a crié lorsqu'elle a vu ce qu'il y avait dedans. La soirée était condamnée dès le départ. Je suis entré dans la maison vers 18h30, la neige collée à mon manteau. Je tenais son cadeau comme s'il était en porcelaine, une écharpe en soie d'Italie soigneusement emballée. Toute la maison sentait la vanille et la viande rôtie. Quelque part au loin, une musique de Noël jouait, joyeuse, creuse, totalement déplacée. Des manteaux pendaient au porte-manteau près de la porte, en cachemire, avec des étiquettes de créateurs murmurant le luxe. Le mien semblait provenir d'une friperie en comparaison. Les invités étaient déjà réunis dans le salon. Ma mère, Carole, trônait au centre du canapé dans une robe rouge éclatante. Ses boucles d'oreilles scintillaient comme si elle avait été couronnée reine de la soirée. Mon père, Georges, était assis à ses côtés, silencieux et poli, son mode par défaut dans ce genre d'événement. Ma sœur aînée, Emma, admirait sa manucure parfaite et riait avec tante Leslie. Mon jeune frère, Lucas, était plongé dans un débat animé sur les voitures de luxe avec des cousins. Quand je suis entré, Emma m'a jeté un regard rapide, froid et indifférent. « Oh, tu es venu ?» a-t-elle dit, comme si j'étais un livreur de pizza que personne n'avait commandé. J'ai forcé un sourire. « Bien sûr », ai-je répondu. Je ne l'aurais pas manqué. Maman n'a même pas pris la peine de se lever. Elle a juste fait un geste de la main. Pose le cadeau là-bas et trouve une place. Le dîner est presque prêt. J'ai accroché mon manteau et placé la petite boîte cadeau avec les autres. La plupart étaient d'énormes sacs de shopping brillants de grandes marques, comme sortis d'une vitrine. Tout semblait festif, mais vide. Pas le genre de vide qui vous surprend, celui auquel on s'habitue. Alors que les serveurs distribuaient du champagne, je me suis dirigé vers l'extrémité de la longue table. Personne ne m'a proposé une place plus proche. C'est alors que je l'ai vu, au-dessus de la cheminée, là où était autrefois accroché l'ancien portrait de famille. 2 grandes photos encadrées dans des cadres coûteux assortis. Sur l'une, Emma posait devant la tour Eiffel, vêtue d'un ensemble de créateurs tout blancs, dans une pose digne d'une séance photo de magazine. Sur l'autre, Lucas se tenait fièrement dans un bureau moderne et élégant, tenant une plaque indiquant « Start-up de l'année ». Aucune photo de moi. Avant, il y avait une vieille photo de remise de diplôme, quand j'essayais encore de sourire. Maintenant, juste un espace vide, comme si j'avais été effacé en silence. J'ai détourné le regard, pris une coupe de champagne et n'ai rien dit. Le dîner a été servi. La nourriture était extravagante, canard à l'orange, purée de pommes de terre à la truffe, petite salade sculptée dans des bols en cristal. Tout était magnifique. Ça sentait l'argent et n'avait aucun goût. Les conversations tournaient autour des sujets habituels, les succès des autres. Emma se vantait de sa nouvelle collection à Paris. Lucas parlait d'ouvrir son premier café. Tante Leslie, bénie soit-elle, était en extase. Quelle famille talentueuse, a-t-elle dit à Carole. Ma mère rayonnait, comme si elle avait élevé des royaux. Pas une seule personne ne m'a posé de questions. Même papa, qui essaie généralement de rester neutre, m'a juste fait un signe de tête en m'asseyant, puis a oublié que j'existais. À un moment, j'ai mentionné à voix basse que je venais d'emménager dans un nouvel appartement. Maman n'a même pas feint de s'y intéresser. Emma, tu leur as parlé de Paris, a-t-elle dit, m'interrompant en se servant un autre verre de champagne. J'ai fixé mon assiette et me suis concentré sur ma fourchette. Dans cette maison, j'ai toujours été un bruit de fond, un meuble, une erreur dans leur design parfait. Quand les toasts ont commencé, je savais déjà comment la soirée se terminerait. Papa, sans enthousiasme, a porté un toast à la santé de la famille. Tante Leslie, au succès de nos enfants. Lucas, à moitié en plaisantant, à la charge d'être un génie. Des rires. Puis maman s'est levée. La pièce s'est tue. Les verres ont tinté. Elle a ajusté son écharpe en soie sur son épaule et a regardé autour d'elle avec fierté. Je suis fière de mes enfants, a-t-elle déclaré haut et fort. Fière d'Emma, notre étoile brillante. Fière de Lucas, si intelligent et gentil. Elle a marqué une pause pour l'effet. J'ai retenu mon souffle. Puis elle a souri. Je suis fière de tous mes enfants, sauf d'un. Une vague de rire a traversé la pièce, nerveux, forcé, avec quelques gloussements étouffés.
Papa a souri vers son assiette. Emma a couvert sa bouche comme si elle était gênée. Lucas a levé son verre vers moi avec un sourire narquois. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas affaissé ni recroquevillé, mais quelque chose en moi s'est finalement fermé en silence, comme une porte qui attendait depuis des années de se refermer. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et sorti l'enveloppe. Je me suis approché de maman. Son verre était déjà sur la table, elle ne regardait même pas. Je l'ai doucement soulevé et j'ai glissé l'enveloppe au fond de la flûte, un petit rectangle net visible à travers le cristal. À l'intérieur, il y avait une courte note et un lien vers un dossier partagé. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle froncé les sourcils. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri légèrement et me suis dirigé vers la porte. Nora, m'a appelé tante Leslie. Où vas-tu? Je n'ai pas répondu, j'ai juste pris mon manteau et je suis parti. Dehors, le ciel était déjà sombre. La neige tombait en flocons doux et paresseux, scintillant sous les lampadaires comme des diamants éparpillés. J'ai respiré profondément l'air froid et, pour la première fois depuis longtemps, je l'ai senti. Je ne perds pas une famille. Ils m'ont déjà perdu. J'ai fermé la lourde porte d'entrée derrière moi et me suis avancé dans le couloir froid. Puis je me suis arrêté. Le silence dans la maison était si aigu qu'il semblait résonner dans mes oreilles. Ce genre de silence où votre corps retient instinctivement son souffle, comme si le monde se préparait à quelque chose. J'ai fait un pas, puis un autre. Chaque pas résonnait trop fort dans ma poitrine, et puis, de quelque part dans le salon, est venu le cri de ma mère, pas en colère, mais terrifié, aigu. Je me suis figé, et à cet instant, j'ai su. Ils avaient ouvert l'enveloppe, vu tout. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas couru pour expliquer, j'ai juste continué à marcher vers ma voiture, garée au bout de la longue allée. L'air me brûlait la peau, la neige crissait doucement sous mes bottes, mais à l'intérieur, j'étais calme, d'un calme froid et constant. Je suis monté, j'ai fermé la portière, tourné la clé. Le moteur a rugi, les phares ont coupé la neige comme des lames, et juste au moment où je sortais dans la rue vide, mon téléphone a vibré sur le siège passager. Son nom a illuminé l'écran avec cette lueur douce et familière. Je l'ai regardé une demi-seconde, puis je l'ai retourné. 3 secondes plus tard, il a vibré à nouveau. Silence. Puis est arrivé le message d'Emma. Tu dois nous expliquer comment tu as pu nous faire ça. Aucune expression sur mon visage, juste le silence. J'ai mis le téléphone en mode silencieux, laissé les vibrations s'évanouir dans le néant et continué à conduire à travers la tempête de neige, à travers la nuit, à travers tous les voyages de culpabilité qui m'avaient autrefois poussé à rester silencieux, à être le pacificateur, à pardonner sans raison, parce que maintenant je comprenais que ce qu'ils voulaient vraiment n'était pas la paix, c'était le silence, et je n'allais plus le leur donner. J'ai commencé à penser à comment tout avait commencé. Dès le début, j'étais l'étrangère, l'espace entre les enfants dorés. Emma, l'aînée, la fierté et la joie de la famille. Une étoile. Lucas, le cadet, brillant, charmant, infiniment adoré. Et moi, l'espace entre eux, l'arrière-plan. Maman disait souvent, tu es si indépendante, si facile. Facile signifiait invisible. Quand je gagnais des prix, j'avais droit à un hochement de tête silencieux. Quand j'ai emménagé dans mon premier appartement, un smiley dans le chat familial. C'est tout. Quand je demandais de l'aide, tu es forte, tu t'en sortiras. Alors je m'en suis sorti. J'ai travaillé, payé le loyer, couvert des factures que je ne pouvais pas me permettre, envoyé de l'argent pour les aider, même quand je pouvais à peine joindre les deux bouts, espérant silencieusement, naïvement, qu'un jour ils me verraient, que je compterais. Mais la vérité était différente. Quand Emma avait une exposition d'art, il lui achetait des robes qui coûtaient plus cher que mon loyer. Quand Lucas abandonnait un autre programme, maman l'emmenait déjeuner dans des restaurants 5 étoiles pour sa santé mentale. Moi, quand j'ai demandé un petit prêt pour un traitement dentaire, papa soupirait et disait, les temps sont durs, on ne peut pas se le permettre maintenant. Pendant ce temps, ils achetaient la nouvelle voiture d'Emma. Ça aurait pu rester enfoui si ce n'était pour une remarque en passant de Madame Burton. Quel dommage qu'ils aient vendu cette maison près du parc. Ton grand-père en était si fier. Il te l'avait laissée. Ça m'a arrêté net. Quelle maison? Laissée à moi. Au début, je n'y croyais pas, alors j'ai enquêté, registres immobiliers, déclarations fiscales, anciens documents d'héritage, archives municipales. Et il y avait un testament me désignant clairement comme héritière de la maison,
des autorisations falsifiées signées dans mon dos, des relevés bancaires montrant des années de revenus locatifs allant directement sur les comptes de mes parents, des milliers et des milliers de dollars, pendant que je rationnais mes courses et m'inquiétais pour le loyer. J'ai ruminé ça longtemps. Est-ce que je le dis? Est-ce que je m'éloigne discrètement? Est-ce que je les traîne en justice? Mais la décision est venue la nuit où maman a levé son verre et a dit « Je suis fière de tous mes enfants, sauf d'un ». Et tout le monde a ri. Emma a souri avec malice. Lucas a levé son verre vers moi comme si c'était une blague entre nous. C'est là que j'ai su qu'il n'y aurait pas d'excuses, pas d'aveu, pas de closure, juste eux et leur histoire, où j'étais le problème. Maintenant, en conduisant dans l'obscurité, avec le téléphone vibrant sur le siège à côté de moi, je savais une chose avec certitude. J'avais fait ce qu'il fallait, et je ne les laisserai plus jamais choisir pour moi. Je me suis réveillé le lendemain matin dans le silence. Le téléphone avait enfin cessé de vibrer. Quand j'ai ouvert les yeux, l'écran était illuminé comme un sapin de Noël. 53 appels manqués, 27 messages, 11 messages vocaux. Papa, Emma, Lucas, même tante Karen, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 10 ans, se souvenaient soudain que j'existais. J'ai parcouru les messages du bout du doigt. Certains étaient désespérés, « Chérie, pouvons-nous arranger ça? Nous sommes une famille. » D'autres menaçants, « Si tu rends ça public, tu nous détruiras tous. » Et certains simplement méchants, typiques. « Tu as toujours été ingrate. » J'ai reposé le téléphone. Je n'ai répondu à aucun. À l'heure du déjeuner, un autre message est arrivé. Cette fois, un email de mon père. Court, direct, sois raisonnable. Tu ne veux pas une guerre. Personne ne gagne. Signé, la famille, c'est tout. Sa phrase préférée chaque fois qu'il voulait balayer quelque chose sous le tapis. Plus tard ce soir-là, un autre message de maman, je suis désolé si nous t'avons blessé, mais comme tu l'as visiblement découvert, peut-être devrions-nous parler. Nous sommes ouverts à discuter d'une compensation. Compensation. Pas, nous voulons réparer les choses. Pas, nous t'avons trahi et nous le regrettons. Juste compensation, comme si j'étais une employée mécontente et non leur fille. J'ai fermé l'email et éteint mon téléphone. 2 jours plus tard, les rumeurs ont commencé. D'abord, une amie d'université m'a contacté, ta mère a dit aux gens que tu avais refusé l'héritage parce que tu étais concentré sur ta carrière. Puis une voisine m'a envoyé une capture d'écran du Facebook d'Emma, parfois, la jalousie ruine même les liens les plus forts. C'est triste de voir comment l'avidité change les gens. Et là, j'ai compris qu'ils avaient lancé une campagne en règle. L'objectif était simple, me discréditer, pour que si la vérité sortait un jour, les gens douteraient déjà de ma version. C'était un manuel. D'abord me faire taire, ensuite ruiner ma réputation, puis jouer les victimes. Alors j'ai passé toute la journée suivante au cabinet d'une avocate. Elle s'appelait Mademoiselle Bonnet, perspicace, sérieuse, la quarantaine, avec des yeux qui ne manquaient rien. Quand je lui ai tout raconté, le testament, les documents, les registres fiscaux où elle n'a pas bronché, elle a juste hoché la tête. Vous avez un dossier solide. La maison vous appartient légalement. Ils ont perçu des revenus qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Et les mensonges? Les publications? Les ragots, ai-je hésité. Elle a froncé les sourcils. À moins qu'il ne cause un préjudice mesurable, comme une perte de revenus, il est difficile de prouver la diffamation. Mais s'il continue, nous pouvons construire un dossier. Vous seriez surprise de ce qui compte une fois qu'un schéma se dessine. J'ai hoché la tête. Sa confiance était exactement ce dont j'avais besoin. Alors, que fais-je maintenant? D'abord, documenter tout, capture d'écran, message, email, chaque pièce. Ensuite, rester formel. Enfin, plus de communication privée. Tout contact passe par moi. En rentrant chez moi, une chose était claire, ils n'allaient pas s'arrêter. Pour eux, la vérité était dangereuse, et j'étais la traîtresse qui avait choisi de ne pas suivre leur scénario. Mais je n'avais plus peur. Je n'étais plus l'ancienne Nora qui débarrassait les assiettes en silence pendant que tout le monde portait un toast à Emma. Je savais exactement ce que valait leur valeur familiale. Et je savais ce que je valais aussi. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur, rédigé un nouvel email, joint une copie scannée du testament, tous les documents pertinents confirmant ma propriété légale, et je l'ai envoyé à maman, papa, Emma et Lucas.
Objet, notification formelle de propriété. Toute communication ultérieure par le biais d'un conseil juridique, sans émoji, sans explication, sans supplication, juste des faits. Ils voulaient une guerre, mais ils ont oublié une chose, je ne suis plus leur personnage secondaire. La lettre que mademoiselle Bennet a envoyée en mon nom était aussi chaleureuse qu'une tempête de neige, 2 pages, 0 amabilité, et chaque phrase tombait comme un coup de semonce. Elle expliquait tout. La maison m'appartenait légalement, et mes parents avaient perçu le loyer pendant des années tout en falsifiant ma signature dans mon dos. Ils avaient 5 jours ouvrables pour répondre, sinon nous engagerions une action civile pour restitution et dommages-intérêts, et nous transmettrions les preuves de fraude au procureur. Cela aurait dû ressembler à une victoire, mais c'était loin d'être terminé. Ce n'était que le premier mouvement. J'ai passé les 3 jours suivants à attendre que le ciel me tombe sur la tête. D'abord, rien, juste le silence, pas de texto en colère, pas d'appel nocturne, pas même un même passif-agressif d'Emma, ce qui, franchement, était suspect. Puis ça a commencé, non pas avec une explosion, mais avec un seau, une élégante enveloppe blanche glissée dans la fente de ma boîte aux lettres, sans expéditeur, juste mon nom en une parfaite police serif. À l'intérieur, un accord révisé d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. L'entête m'a fait plisser les yeux. Ou Morlab. La lettre était condescendante mais polie. On m'encourageait à résoudre ce conflit regrettable en privé pour éviter une détresse émotionnelle inutile, en signant un accord mutuel. Cela semblait raisonnable si on ne lisait pas vraiment. Les petites lignes renonçaient à tous les droits sur la propriété, à toute possibilité de poursuite, et m'engageaient à ne jamais en parler publiquement. En échange, un paiement qui ne couvrirait même pas 2 ans de loyer dans cette ville. Oh, et je devrais signer un accord de confidentialité à vie. Stratégie corporative classique. Payer pour faire taire le problème. Je ne me suis même pas donné la peine de l'envoyer à mademoiselle Bennet. Je l'ai juste jeté sur le comptoir de la cuisine égérie. Un rire sec, fatigué, amer. Le lendemain, une autre enveloppe. Même papier blanc, même ton de, nous pouvons régler ça comme des adultes. Termes différents, paiement légèrement plus élevé, et une nouvelle clause. Je devrais aussi signer une déclaration rétractant toute insinuation diffamatoire concernant la conduite financière de la familiale. En clair, il voulait que je dise que j'avais menti. J'ai commencé à ranger les enveloppes dans un tiroir. Je n'en ai pas lu la plupart, je regardais juste la pile grossir. Et puis j'ai remarqué la voiture. Elle est apparue le jeudi. Vitre teintée, garée de l'autre côté de la rue, en face de mon appartement. Ça pouvait être n'importe qui, un voisin, un livreur, une voiture au hasard. Mais elle était là encore le vendredi, puis le samedi. Même modèle, même endroit, phares éteints, moteur silencieux. J'ai commencé à vérifier les verrous 2 fois, puis 3. Et juste quand je commençais à penser que je me faisais peut-être des idées, que le stress me jouait des tours, on a frappé à la porte. Il était 21h47. J'ai regardé par le Judas. 2 hommes en costume, l'un avec un porte-bloc, l'autre juste debout, les mains dans les poches de son manteau. Je n'ai pas ouvert la porte. Mademoiselle Hall, a dit l'un d'eux. Nous avons juste besoin d'une signature rapide pour clarifier quelque chose. Clarifier. Bien sûr. Je ne signe rien, ai-je répondu à travers la porte. Bien sûr, bien sûr. Il a ri comme si nous étions de vieux amis. Pas de pression. C'est plus simple si on règle ça rapidement. Je n'ai rien dit. Après un moment, les pas se sont éloignés. Quand j'ai entrouvert la porte quelques minutes plus tard, ils étaient partis, mais un dossier avait été glissé sur mon paillasson. À l'intérieur, en grosses lettres noires, cela peut s'arrêter maintenant si vous signez. Cette nuit-là, j'ai appelé mademoiselle Bennet. Ma voix a tremblé pour la première fois depuis le début. Elle n'a pas paniqué, elle a juste dit, prépare un sac, reste chez quelqu'un. Ne rentre pas chez toi ce soir. J'ai pris mes affaires essentielles, l'ordinateur portable, les documents, la pile d'enveloppes, et j'ai réservé un trajet jusqu'à chez Christina. Son appartement était à peine plus grand que ma vieille chambre en résidence. Le canapé avait un creux au milieu, et son chien s'est immédiatement approprié ma couverture. C'était l'endroit où je me sentais le plus en sécurité depuis des semaines. J'ai fondu en larmes pendant 1 minute entière. Sans mots, juste ce genre de pleurs silencieux et profonds qui n'ont pas besoin de son pour faire mal. Ils agissent comme si j'étais dangereuse,
ai-je finalement dit, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Comme si j'étais une menace. Christina n'a pas mâché ses mots. Ils n'agissent pas comme si tu étais dangereuse. Ils agissent comme si tu avais du pouvoir. C'est nouveau pour eux. Elle m'a préparé du thé. Je n'ai pas pu le boire, mais j'ai tenu la tasse juste pour sentir quelque chose de chaud. 2 jours plus tard, alors que j'étais encore installé sur son canapé, Mademoiselle Bennet a appelé avec un ton différent, plus tendu. « Jarpé, j'ai trouvé quelque chose », a-t-elle dit. Il s'avère que Cal W est mort, oui, ce Cal avait conseillé à ma famille dès le départ de cacher le testament. Pire encore, l'un de ses associés juniors avait divulgué une série d'emails internes prouvant qu'il savait que les formulaires de procuration étaient falsifiés. Non seulement il avait accepté l'affaire, mais il avait orchestré toute la campagne. Mademoiselle Bennet a déposé une plainte auprès du barreau avant le déjeuner. Pour le dîner, nous avions transmis les nouveaux documents au bureau du procureur, et l'atmosphère a changé. Soudain, le silence n'était plus le mien, c'était le leur. Plus de lettres, plus de voitures. Nora Jal avait cessé de jouer la défensive. Nous n'avons rien annoncé publiquement, pas de poste, pas de fuite, pas de menace. Nous nous sommes simplement préparés pour le procès. Et c'est alors qu'ils ont fait une dernière tentative pour m'acheter. Une autre enveloppe, celle-ci livrée par un coursier. À l'intérieur, une offre à 6 chiffres, des excuses toutes faites et une clause de libération complète. Tout ce que j'avais à faire était de signer et prétendre que rien de tout cela n'était arrivé. J'ai regardé le papier longtemps. J'ai pensé aux années passées à me débrouiller pendant qu'ils encaissaient le loyer d'une propriété dont j'ignorais qu'elle m'appartenait encore. J'ai pensé à chaque dîner de Noël où ma chaise était facultative, à chaque texto laissé sans réponse. À chaque fois qu'on m'a dit « on ne peut pas t'aider maintenant », pendant que Lucas recevait un autre filet de sécurité emballé dans du papier cadeau. Puis j'ai pensé au coup à ma porte, au dossier, et j'ai brûlé l'offre, littéralement. L'évier de Christina a porté des marques de brûlure pendant une semaine. Ça valait le coup. Le lendemain matin, le bureau du procureur a appelé. Nous avançons avec des accusations criminelles, a dit la femme. Falsification, fraude, peut-être vol d'identité. Nous aurons besoin que vous confirmiez certaines signatures au tribunal. J'ai dit, oui, sans même scier. On dit que les salles d'audience sont l'endroit où la vérité éclate. C'est généreux. Les salles d'audience sont l'endroit où la vérité se présente, habillée d'une veste, assise raide sur une chaise, et espérant que quelqu'un la croira avant que le temps ne s'épuise. Le jour du procès, j'ai porté du bleu marine, pas du noir, trop sombre, ni du gris, trop apologétique. Le bleu marine disait, je ne suis pas là pour pleurer, je suis là pour qu'on m'entende. Karl Watmore était déjà à la table des défendeurs quand je suis entré. Coupe de cheveux coûteuse, montre en or, mouchoir parfaitement plié, comme s'il auditionnait pour un drame juridique où personne ne perd. Il ne m'a pas regardé. Maman, oui, brièvement. Elle était assise à côté de papa, qui semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Emma n'était pas là. Lucas, oui, son expression disait, je n'ai pas signé pour ça, ce qui était ironique vu qu'il avait littéralement signé des choses illégalement. Je me suis assise à côté de Mademoiselle Bennet, qui m'a passé un dossier et a murmuré, reste calme. Laisse les preuves parler d'abord. Elle avait un surligneur derrière l'oreille et une lueur dans les yeux qui m'a fait sentir que, peut-être, je n'étais pas seul dans tout ça. Les déclarations d'ouverture étaient des couteaux polis. Cal s'est levée et m'a dépeinte comme une membre de la famille autrefois adorée, soudain intéressée par l'héritage de son défunt grand-père, une femme peut-être confuse par le chagrin et motivée par la rancune. Je n'ai pas bronché, j'ai juste pensé, il est bon, pas véridique, mais bon. Puis Mademoiselle Bennet s'est levée. Elle n'a pas haussé la voix, ne s'est pas promenée, elle a juste laissé les faits tomber un par un. Le testament qui me désignait clairement comme seule héritière de la propriété, les documents de procuration falsifiés, des années de loyer qui allaient sur des comptes dont j'ignorais l'existence. La soudaine campagne de dénigrement dès que j'ai posé des questions. Elle a conclu, il ne s'agit pas de tension familiale, il s'agit de vol, et s'est assise. Les témoignages ont suivi. L'expert en écriture a expliqué comment ma signature avait été copiée et collée numériquement sur les contrats de location. Puis est venue la surprise. Madame Burton. Oui, cette Madame Burton, la voisine bavarde dont le lapsus avait tout déclenché. Elle a témoigné que mon grand-père parlait souvent de la maison comme étant pour Nora, pas pour les enfants, pas pour la famille,
pour moi. Elle a même apporté une carte de Noël de lui adresser à moi, avec la phrase « J'espère que cette maison t'apportera la paix un jour ». Cal a essayé de la déstabiliser. « N'est-il pas possible que vous ayez mal compris ?» Madame Burton a souri. « J'ai mal compris beaucoup de choses à mon âge, monsieur. Celle-ci n'en fait pas partie. » Il y a eu un silence, même la sténographe semblait impressionnée. Quand est venu mon tour de parler, j'ai fait simple. J'ai dit que j'ignorais que la maison était encore à mon nom, que j'avais passé des années à croire qu'elle avait été vendue, que j'avais travaillé, lutté, et gardé le silence jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste dit la vérité, comme si c'était des mathématiques. Le juge a pris une pause, et quand il est revenu, il semblait fatigué mais résolu. Le tribunal statue en faveur de la plaignante, Noral. La pleine propriété de la maison lui est restituée. Les défendeurs sont condamnés à rembourser tous les revenus locatifs perçus au cours des 3 dernières années, avec intérêt. Les frais d'avocat seront payés par les défendeurs. Non, je n'ai pas souri. Pas encore. J'ai juste laissé ça m'envahir, comme une tempête qui éclate enfin après des années d'attente du tonnerre. Cal a demandé à parler en privé. Refusé. Papa a marmonné quelque chose. Je n'ai pas entendu. Lucas a regardé le sol comme s'il me devait quelque chose, mais mademoiselle Bennet s'est tournée vers moi et a dit doucement, « Ce n'est pas fini, mais maintenant, c'est à toi. » 2 semaines plus tard, le procureur a déposé des accusations criminelles. Papa, pour falsification, fraude immobilière et vol d'identité. Emma n'a pas été inculpée, mais une plainte officielle pour diffamation a été acceptée. Ical W est mort. Il s'avère que conseiller à des clients de dissimuler un testament valide et de falsifier des documents de procuration n'est pas bon pour votre licence. Son nom est apparu dans une revue éthique du barreau. Son cabinet a abandonné mes parents 2 jours plus tard. Cette partie n'était pas publique, mais la nouvelle s'est répandue. Les parrainages d'Emma ont commencé à s'évaporer, discrètement, poliment, comme des gens qui s'éloignent d'un feu avant qu'il ne se propage. Maman a perdu son emploi à temps partiel quand un blog local a repris l'histoire. Apparemment, les clients n'aimaient pas être servis par une femme accusée d'avoir fraudé sa fille. Papa a pris un boulot dans un entrepôt à l'extérieur de la ville. Lucas a essayé de retourner à l'école, mais cette fois, personne ne paye ses frais de scolarité. Je me suis installé dans la maison, sans fanfare, juste avec une clé qui m'appartenait enfin. La boîte aux lettres affiche maintenant « Noral ». Un après-midi, j'ai accroché une photo sur le mur du couloir. Rien de dramatique, juste une photo spontanée prise il y a des années. Moi, à mi-rire, flou sur les bords. Pas parfaite, mais à moi. Michael m'a aidé à l'accrocher. Il n'a pas posé de questions sur le tribunal, il s'est juste assuré qu'elle était droite, m'a embrassé l'épaule et a dit « Tu veux de l'aide pour le jardin le week-end prochain ?» Il y a une bague dans sa poche. Je le sais. Il sait que je le sais. Nous ne sommes pas pressés. Christina vient souvent. Elle apporte un gâteau qui est toujours un peu brûlé. Sam boit du jus dans un bol de céréales parce qu'il oublie que les vers existent. Laura amène son chien, qui est devenu encore plus audacieux pour voler de la nourriture. C'est chaotique, bruyant, magnifique. C'est une famille qui ne te demande pas de te faire petite. Parfois, on me demande si je regrette de ne pas avoir accepté un accord, de ne pas avoir simplement pris l'argent et être parti. Et je dis toujours non, parce que la vérité n'était pas pour eux, elle était pour moi. Ils ont perdu leur fille bien avant la salle d'audience. Je n'ai fait que rendre ça officiel. Alors, qu'en penses-tu? Ai-je fait ce qu'il fallait? Étais-je justifié de porter l'affaire en justice, ou aurais-je dû laisser tomber pour le bien de la famille? J'essaie encore de comprendre ce que je ressens à propos de tout ça, mais une chose est sûre, le silence protège les mauvaises personnes. Tu es arrivé jusqu'ici. Merci, vraiment. Et si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner.